Alors, vous vous présenter, une petite présentation s'il vous plaît. D'accord. Je suis l'honorable Yo Fouzi Oui, de la République de Côte d'Ivoire. oui, J'ai été membre fondateur de REPAM CDS oui. depuis les années 2016 jusqu'en 2018. On a eu notre première conférence à Conakry. Et j'ai dirigé donc le REPAM CDS pendant pratiquement 3 ans, ce qui lui a donné ses lettres de noblesse. C'est pour ça que je suis actuellement président d'honneur du réseau, pour continuer à accompagner toutes les générations de députés qui se succèdent dans les différentes assemblées, afin de maintenir donc la préoccupation de comment gérer ensemble et mutuellement les questions de sécurité en Afrique. Ok. Voilà. Ok. Pouvez-vous nous dire clairement, soit concrètement, la mission de REPAM? C'est quoi vraiment sa mission? Alors, nous considérons que les députés sont mandatés par les populations, Ok. mais en même temps, les députés sont des cadres politiques. Ok. Ils parlent avec le pouvoir exécutif. Ok. Donc, une action parlementaire avec l'onction des populations, à travers les parlementaires qui connaissent les préoccupations sécuritaires des populations, permet donc aux parlementaires non seulement de discuter avec les pouvoirs exécutifs, de trouver des solutions au plan exécutif, mais également de mutualiser leurs lois dans le domaine de la défense et de la sécurité, parce que partout où on parle de sécurité, chaque pays a envie de se protéger. Mais le constat, c'est que seul à seul, aucun pays ne peut dire « je résoudrai seul mes problèmes d'insécurité ». Nous avons pensé que c'est dans la mutualisation, dans les échanges d'expériences et de compétences qu'on pourra avoir des textes plus ou moins semblables, puisque chacun va puiser dans le texte de l'autre ce qui est bon pour compléter celui qu'il a, afin que les méthodes de lutte contre l'insécurité en Afrique puissent devenir complémentaires les unes des autres. Parce qu'aucune nation dans le monde, à plus forte raison en Afrique, ne peut résoudre seule son problème d'insécurité. C'est pourquoi les parlementaires ont décidé de se parler, parce qu'ils sont proches des cadres politiques gérant l'exécutif, mais en même temps, ils ont l'option des populations qui sont en fait les premiers bénéficiaires de toutes les méthodes de sécurisation. Ok. Vous pouvez nous expliquer le thème de cette conférence et nous dire pourquoi vous avez dit, et quelque part dans votre thème, vous avez dit que le dialogue sécuritaire Afrique et Europe a l'air d'une rivalité géopolitique. Vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, les rivalités géopolitiques ne manquent pas. Pour des petites incompréhensions de voisinage souvent, quand on y prend garde, on a des problèmes qui deviennent gros. Oui. Des problèmes qui deviennent après des problèmes politiques profonds, allant même jusqu'à empêcher deux peuples frères de se fréquenter régulièrement. Donc si on ne fait pas attention aux rivalités géopolitiques, on se retrouve dans des conflits qui sont difficiles à gérer. Mais au-delà des rivalités géopolitiques, il fallait repenser la relation entre l'Afrique et l'Europe pour qu'on puisse être dans une forme de négociation équilibrée. Est-ce que les différentes procédures d'aide que l'Europe décide de faire en Afrique sont bien pensées? Est-ce qu'elles sont adaptées? Nous pensons que non, parce que quand ces décisions se prennent, très souvent, l'Afrique qui est bénéficiaire n'est pas présente. Donc les réalités socio-économiques et politiques dans l'Afrique à laquelle sont destinés donc ces projets ne sont pas consultés. Regardez l'échec de la MINUSMA, l'échec de tous ces grands rassemblements militaires que l'Europe a fait au nom de l'Afrique. Et comme l'Afrique n'a pas été consultée et mise à contribution dans la prise de la décision, très souvent ça ne marche pas. C'est pourquoi nous pensons que cette fois-ci, dans les négociations, dans les accords entre l'Europe et l'Afrique, il faut aller vers des choses qui semblent équilibrées entre l'Afrique et l'Europe. Voilà le but de cette conférence. C'est pourquoi vous verrez des participants parlementaires venus de l'Union européenne et puis d'un pays comme la France et d'un autre pays comme l'Allemagne présents à nos côtés. Ok. Pensez-vous que les parlementaires africains ont l'impression de vivoter vis-à-vis à l'Europe? Oui, non, ça c'est clair. Nous vivotons parce que simplement
les moyens mis à la disposition des parlementaires africains n'ont rien à voir avec ceux mis à la disposition des parlementaires européens. On ne va pas parler d'argent, on ne va pas parler de salaire, mais déjà, un parlementaire européen a un bureau de collaborateurs mis à sa disposition lui seul. Par contre, en Afrique, le parlementaire, c'est à l'intérieur du groupe parlementaire qui peut être plus de 100 députés que vous avez droit à un assistant parlementaire. C'est à l'intérieur d'une commission souvent de plus de 50 personnes que vous avez droit à un assistant parlementaire. Là où en Europe, chaque député a des experts à sa disposition, il a un bureau fonctionnel, il a un assistant personnel. Donc on estime qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Mais pourtant, nous sommes fiers d'être députés et parlementaires en Afrique et nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Et c'est quoi la relation Europe-Afrique? Est-ce un dialogue ou de la dictature? Nous préférons éviter que ce soit de la dictature. Nous souhaitons que ce soit un dialogue. Or, quand on parle de dialogue, ça veut dire qu'on se parle de façon égalitaire. C'est pourquoi nous parlons d'équilibre. Donc, pour que le dialogue soit, il faut que le parlementaire européen, s'il a l'intention d'aider donc l'Afrique, accepte de parler d'égal à égal avec son collègue parlementaire africain. C'est seulement dans le cadre d'un dialogue qu'on peut trouver les solutions à tous les problèmes sécuritaires. À la vérité, s'il n'y a pas de sécurité en Afrique, il n'y en aura pas en Europe. Parce que quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise et en sécurité chez lui, il va chercher à aller voir ailleurs, d'où les migrations non voulues par l'Europe, avec le développement actuel des nationalismes au niveau des partis politiques européens. Il y a fort à parier qu'il faut qu'on s'accorde ensemble pour que la sécurité, la stabilité et la paix en Afrique soient des données garanties. Et que l'Europe elle-même se retrouve en paix et en quiétude. Okay. Voilà. Trouvez-vous que la mission de sécurisation, autrement appelée MONUSCO, est une réussite? Autrement appelée MONUSCO. MONUSCO. C'est ce que je dis. Je pense qu'elle pourra trouver une réussite, elle pourra aboutir à une réussite. Mais si on accepte de s'écouter, si on accepte de mettre à contribution les Africains qui sont concernés par cette mission, si les règles et le fonctionnement et, je veux dire, le comment de l'activation de cette mission se font en dehors des Africains, il y a des réalités que les initiateurs qui sont tous en Europe ne prennent pas en considération. Et ça part déjà avec des germes d'échecs potentiels. Nous pensons qu'il faut réorienter le comment ces missions sont mises sur pied de façon à maximiser la capacité donc à réussir, à traduire leur présence en Afrique en succès. Voilà. Pour finir, dans quelle mesure pensez-vous que les résolutions que vous prendrez seront respectées? On espère qu'elles seront respectées. Nous espérons qu'elles seront respectées. C'est pourquoi ce sont les présidents des commissions qui sont nos cibles. Okay. Nous estimons qu'un président de commission défense et sécurité, très souvent, est en étroite collaboration avec le président de l'Assemblée nationale. Okay. La présence du président de l'Assemblée nationale de la RDC Congo prouve que le président Moubonzi est en étroite collaboration avec lui. Donc, les autres présidents étant pareils dans leurs pays respectifs, quand ils repartent, ce qu'on aura arrêté, c'est comme résolution, ils rendent compte à leurs présidents d'Assemblée nationale respective, et puis progressivement des projets de loi qui peut-être existaient sont remodélés pour les adapter aux réalités actuelles, comme le TCA, le traité sur le commerce des armes, les questions de comme notre LPC sur la circulation incontrôlée des armes légères et de petit calibre. Donc, tout ça s'uniforme et se nivelle à un niveau tel que chacun des pays finalement en est bénéficiaire. C'est ça notre espoir. Ok, merci beaucoup. Avez-vous un message particulier à adresser aux pays africains qui n'ont pas encore adhéré au REPAM? Absolument. Plus on est nombreux, il paraît que plus on est nombreux, toute prière qu'on adresse à Dieu va plus vite et l'atteint plus vite. Nous souhaitons que nos prières atteignent nos chefs d'État respectifs. Nous souhaitons que Dieu, du haut, puisse veiller à ce que l'Afrique ait droit aussi à la quiétude, à la paix. Et donc, notre souhait, c'est que tous les pays qui entendront ce message considèrent que nous les attendons, nous avons besoin d'eux, et
peu nous invitons, nous irons vers eux avec le bureau exécutif du REPAM CDS pour sensibiliser les dirigeants politiques locaux de leur pays. Parce que tant que le président de l'Assemblée nationale, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense ne sont pas convaincus que la mutualisation à laquelle les députés ont décidé de s'inscrire, dans laquelle ils ont décidé de s'inscrire, s'ils ne sont pas favorables à cela, le président de la commission seul ne peut pas être un acteur percutant. Donc on a besoin d'une diplomatie parlementaire pour que le plus grand nombre de pays africains nous rejoignent dans le REPAM CDS. Nous avons bon espoir que ça va aller. On est parti de 5, on est à plus de 26 actuellement. Nous avons foi qu'on pourra atteindre tous les 52 pays de l'Afrique. Je vous remercie.